œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Installée à Pantin dans une ancienne gare de marchandises SNCF, la Cité Fertile est un tiers-lieu éco-responsable dédié aux enjeux de la transition écologique en ville. Tout au long de l'année, la Cité Fertile propose une programmation de rassemblements citoyens, d'innovation et de fêtes dans un cadre éco-responsable. Aujourd'hui, nous rencontrons Hélène Florac, chargée de développement, et Ophélie Damblé, créatrice de Ta Mère Nature, avec qui nous allons parler d'agriculture urbaine, sensibilisation à l'écologie et rôle d'un tiers-lieu. Bonjour Hélène et bonjour Ophélie. Bonjour. Merci de nous recevoir à la Cité Fertile. Tout d'abord Hélène, pouvez-vous nous raconter comment ce projet est-il né ? Alors il est né il y a un petit moment déjà, puisque la Cité Fertile elle a ouvert en 2018 pour quelques mois seulement, puis réouvert en 2019. Et c'est vraiment à ce moment-là que la Cité Fertile a émergé. Et il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés à ce moment-là, vraiment 2019, 2020 et 2021 aujourd'hui. On est, et vous l'avez dit, dans une ancienne gare marchandises SNCF. Donc l'idée c'était d'occuper un lieu pour une période transitoire, puisqu'on est sur le site d'un futur écoquartier. Donc du coup, c'était tout l'enjeu avec notre partenaire SNCF Immobilier de se dire, ok, comment on peut occuper 1 hectare de terrain à Pantin, dans le 93. Les aînés commençaient nous emparer, juste parce qu'on n'en a pas parlé, on appartient à une agence qui s'appelle Signoco, qui est une agence spécialisée dans la création et la gestion de tiers-lieux. Donc Signoco, c'est à la fois la recyclerie, le pavillon des canaux, le bar à bulles, la machine du Moulin Rouge et nous, Cité Fertile. Donc, comme vous venez de le dire, la Cité Fertile, c'est un tiers-lieu, un terme qui est beaucoup utilisé depuis quelques mois, quelques années, mais dont tout le monde ne connaît pas forcément le sens. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition ? J'ai l'impression qu'on peut tous donner une définition, donc je serais aussi curieuse d'avoir celle d'Ophélie. Pour nous, un tiers-lieu, en fait, il y a autant de définitions de tiers-lieu qu'il y a d'espace. Le tiers-lieu, c'est d'abord un espace hybride, ou en tout cas un espace qui rassemble des gens qui travaillent, des gens qui créent, sachant que la création est un temps de travail, bien évidemment, des gens qui mangent, des gens qui font à manger, des gens qui font pousser, comme Ophélie, donc il y a cette idée d'agriculture urbaine ou d'agriculture en milieu rural. Il y a des gens qui s'amusent aussi, et ça c'est important pour nous, comment on fait la fête et comment on sensibilise à la transition écologique et sociale de manière ludique. Il y a aussi des gens qui bricolent, qui assemblent des choses, qui en défont aussi. On fait aussi du sport dans un tiers-lieu. Donc l'idée c'est sur un espace plus ou moins grand, comment tous ces gens vivent et traversent un territoire et comment ils travaillent sur ce territoire-là. Donc un lieu hybride avec de multiples usages et de multiples pratiques. Je ne sais pas si c'est assez clair. Je n'ai rien à rajouter, je pense que bon, c'est voilà, parfait comme... En fait, c'est aussi un héritage des friches artistiques et culturelles qui sont apparues dans les années 70-80. Donc voilà, c'est un peu cet héritage de ça. Mais c'est tellement varié, d'un territoire à l'autre ou d'un kilomètre à l'autre, le tiers-lieu ne va pas avoir la même définition. Mais je pense que le point commun, c'est cette hybridation, on dit ça ? Hybridité, non, hybridation. Hybridation, je crois. Hybridité, c'est joli. D'usage et de pratique et de métier, forcément. Donc, moi, je m'occupe du développement et des partenariats. Ophélie, elle est à la fois en plus créatrice de contenu et en même temps, elle fait de l'agriculture urbaine et en même temps, elle fait de la sensibilisation. Donc voilà. Et en fait, on travaille l'une à côté de l'autre. Je trouve que c'est un bon exemple aussi. La Cité Fertile s'organise comme une petite ville dans la ville, avec de nombreux espaces. Quels sont ces espaces ? Alors, on a un potager, une serre qui est animée et occupée par Ophélie. On a des grandes halles pour la programmation artistique, culturelle, mais aussi des conférences, en plus de l'événementiel responsable, et aussi des événements sportifs. On a des cuves où la bière que nous vendons sur site est brassée sur place de manière artisanale, un restaurant, des espaces de travail, des espaces de réunion mis à disposition pour les associations et aussi un petit espace qui s'appelle les écuries, les petites écuries pour des commerces responsables et engagés en local. Sur cet hectare, il y a combien de places réservées à la culture ? Donc il y a le potager et la serre. Est-ce que, Ophélie, vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors oui, moi j'ai monté depuis juillet 2020 une petite pépinière de quartier. Alors j'entends par là que c'est une petite serre qui fait 23 mètres carrés et dans laquelle je produis des plants essentiellement comestibles à destination des habitants du quartier pour qu'ils puissent venir se fournir en plantes
produite de manière éthique, puisqu'en plus de ça, je travaille qu'avec des semences reproductibles en bio, et mon substrat est issu de déchets organiques d'Île-de-France. Donc voilà, je suis vraiment dans cette idée d'économie circulaire et de production éthique. Et à côté de ça, il y a vraiment cette dimension pédagogique aussi, puisque la Cité Fertile accueille du monde. Et donc moi, j'accueille beaucoup de gens en atelier, que ce soit les petits comme les grands, les associations comme le grand public, les entreprises. Et l'idée, c'est de former n'importe qui au jardinage et de sortir un petit peu de ce syndrome de la main verte en se disant, voilà, quand on ne sait pas jardiner, on ne peut rien faire. Et donc, moi, j'essaye un peu de décomplexer les gens et leur apporter un petit peu les bases pour se lancer, y compris sur des toutes petites surfaces, puisque la plupart du temps, quand on est citadin, on n'a pas spécialement de grands espaces. Voilà, et puis après, bon, la pépinière, c'est une chose, mais il y a aussi tout le reste autour qui va être plus là pour la biodiversité. Donc on a beaucoup de végétaux un peu partout dans la cité, des arbres fruitiers. Il y a plus de 250 espèces plantées, donc c'est quand même énorme. 250 espèces d'arbres, fleurs, plantes en tout genre. Comment ce choix a été fait On a été accompagné par un monsieur qui est paysagiste, qui s'appelle Philippe. Et voilà. Parce qu'il n'y avait absolument aucun brin d'herbe au moment où on s'est installé ici. Quand on voit le résultat, ancienne gare de marchandises SNCF, bon, ce qui peut paraître complètement normal, hein, de ne pas avoir beaucoup de... Et vous n'aviez pas de problème de pollution des sols? Alors ça, c'est la grande question. Alors tout est hors sol ici. Toute la terre qui a été apportée ne vient pas d'ici. Et tous les bacs qui ont été montés sont du coup, comme du hors sol. La plupart du temps, ce que vous verrez en agriculture urbaine, c'est des cultures qui sont hors sol, puisque la terre est polluée. Donc il faut rapporter des choses. Et d'où l'intérêt aussi de ramener une pépinière, par exemple, puisque on ramène du végétal, mais en hors sol, on va dire. La plupart du temps, quand vous trouverez des cultures en comestibles, ce sera avec de la terre qui n'est pas forcément celle qui était là à l'origine. L'idée d'ici, c'est comme si on est sur un espace transitoire qui est amené à être détruit à un moment. L'idée, c'était de pouvoir ramener du végétal qui pourra ensuite aller ailleurs à un moment. Donc c'était l'idée de produire aussi des plants, c'est de pouvoir ensuite les amener dans d'autres espaces, dans des jardins, sur des balcons, des terrasses. Et pour moi, ça a aussi cette portée-là. La Cité Fertile, c'est qu'on y vient pour se former, pour partager, et ensuite ça se répand ailleurs. Et justement, donc, ce projet est voulu comme éphémère sur une durée de 4 ans, c'est ça? Alors oui, je dirais pas qu'il est éphémère, juste déjà pour tout ce que je viens de dire, Ophélie, dans le sens où on est là pour expérimenter des bonnes pratiques qu'on va reproduire chez nous, ou peut-être, pourquoi pas, sur une association type une maison de quartier, qu'on peut expliquer aux personnes que nous accompagnons. Donc pour moi, en fait, je trouve pas que ce soit si éphémère que ça. Il y a la question du lieu, évidemment, mais qui est inhérente à chaque tiers-lieu, ou même à chaque lieu culturel, ou même chaque lieu de culture d'ailleurs. Nous, on n'a pas de réponse à ce jour, on est en discussion, il y a un écoquartier qui va être construit. Ce projet d'écoquartier doit être écrit, coécrit. Et donc nous discutons avec toutes les parties prenantes qui sont concernées par ce projet-là sur ce sujet. Là, j'ai envie de vous dire, on se retrouve d'ici 2 ou 3 mois pour en discuter. Voilà. Donc éphémère, pas tant que ça. Comment ce projet a-t-il été reçu par les habitants du quartier? Alors moi je suis arrivée il y a 1 an. Je dirais qu'il y a eu une évolution et je l'ai sentie. Elle est due aussi à l'arrivée d'Ophélie et aux postes de communication ou aux postes que j'occupe qui sont beaucoup ancrés sur l'ancrage territorial, cette notion de territoire. Au début c'est un peu difficile, j'ai l'impression que c'est partout pareil et c'est bien normal et c'est bien entendable en tout cas, qu'on soit en ville, en campagne, peu importe, quand on arrive dans un endroit, qu'on ne connaît pas l'endroit, qu'on ne connaît pas ses habitants, qu'on n'a pas forcément discuté avec eux, ou en tout cas ça fait peu de temps qu'on discute avec eux, on est toujours le nouveau ou la nouvelle, donc l'inconnu, donc l'étranger. Et donc forcément, à minima, on attise les curiosités. Et parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Nous, ça se passe relativement bien dans le sens où, et ça a été tout mon travail et Ophélie peut en témoigner aussi, on va voir à chaque début de saison les maisons de quartier et plus largement nos partenaires socioculturels. Pourquoi on va les voir? Puisque c'est eux les experts de terrain, c'est eux qui accompagnent tous les publics et notamment les habitants et les habitantes
du quartier. On est dans un quartier prioritaire de la ville, QPV. On est à Pantin, c'est-à-dire on n'est pas à Paris, on est au nord de Paris et on est dans un département qui est celui de la Seine-Saint-Denis. Donc on va voir nos partenaires socioculturels, quels sont les besoins, quelles sont les réalités des personnes que vous accompagnez. Nous, on a quelques idées. Par exemple, on a une idée de serre avec une jeune femme qui s'appelle Ophélie D'Amblay, qui fait telle et telle activité. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant pour les habitants et les habitantes que vous accompagnez? Est-ce que, au contraire, vous pensez qu'il y a des modifications à apporter? Et ensemble, on construit un projet. Donc en fait, tous les ateliers qu'a mené cet été, notamment Ophélie, on les a co-construits avec nos partenaires socioculturels. Et enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est la clé d'une bonne entente. Donc voilà, on n'est surtout pas là pour imposer quoi que ce soit, ça ne marchera jamais. Donc je sais pas ce que tu en penses toi, mais ouais, je suis d'accord. C'est pas facile. Mais... Et je pense que ça rejoint la question de vos objectifs prioritaires dans les actions de la Cité Fertile. Alors c'est expérimenter de nouvelles pratiques et de nouveaux usages autour du développement durable, de la transition écologique et sociale, grâce à qui toutes les actrices et les acteurs qui viennent ici, Ophélie en est un très bon exemple. Donc c'est expérimenter ensemble, les transmettre. Donc, du coup, je rejoins cette notion de ce ne sera pas éphémère, mais au contraire, voilà, on est là pour semer des graines. Je fais un jeu de mots un peu facile, et c'est toute l'idée de la Cité Fertile. C'est on sème un peu pour qu'ensuite tout ça pousse et gamberge un peu dans nos petites têtes. Et un objectif, c'est surtout accueillir tous les habitants et toutes les habitantes, à la fois avec du service de proximité, à la fois avec des activités de quotidien. Je viens pour réparer, je viens pour récupérer un panier de légumes, je viens pour me former, comme l'a dit Ophélie, ou pour faire des potions magiques quand je suis un enfant, ou un grand enfant aussi, mais voilà, je viens pour tout ça. Et finalement, on parle de lieux transitoires, mais il y a aussi cette idée de pérenniser tous les liens qu'on est en train de mettre en place. En tout cas, moi, dans mon activité, c'est vraiment ce souhait-là de pérenniser un petit peu voilà, les liens, tout ce qu'on peut venir apprendre et qu'ensuite ça se déploie, quoi. Ouais. Donc vous organisez aussi une formation « Concevoir exploiter un projet de tiers-lieu culturel ». Et il y a aussi l'incubateur des tiers-lieux qui sont ici à la Cité Fertile. À qui s'adressent ces programmes et quels sont-ils? Vous êtes bien renseigné. Alors là, c'est Signoco qui s'en occupe. Donc nous, Cité Fertile, on est là pour accueillir le campus des tiers-lieux. Et deuxième mission que nous avons avec ce campus, c'est de les mettre en relation avec d'autres acteurs et actrices concernés sur ces questions de tiers-lieux. Exemple, Ophélie pourrait intervenir au sein de ces formations pour présenter son activité et pour dire... plein d'acteurs comme moi peuvent s'insérer dans un projet de tiers-lieu. Il y a deux types d'offres qui sont proposées par le campus des tiers-lieux. Je vais parler pour eux, du coup. Il y a une formation 40 heures. Et là, je dirais, vous avez envie de changer complètement de voie ou alors vous vous intéressez aux tiers-lieux, aux lieux hybrides, on va dire de manière plus générale. Vous avez une formation sur 40 heures, une semaine, qui vous explique de manière très générale, c'est la première porte d'entrée sur ok, c'est quoi un tiers-lieu? Même si on l'a vu, c'est plein de choses en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire de l'exploiter? Qu'est-ce que ça veut dire de communiquer autour d'un tiers-lieu, c'est-à-dire fédérer des communautés? Donc on est sur quelque chose de très très large et accessible à tout le monde. On passe sur la deuxième offre, qui est en tout cas la seconde offre, qui est celle d'un incubateur. Donc là on est sur une période beaucoup plus longue, en tout cas à moyen terme, de 6 mois. J'ai déjà un lieu, j'ai déjà un projet, j'ai déjà certaines parties prenantes qui sont mobilisées, notamment une collectivité, si le lieu appartient ou appartenait à la collectivité. Par contre, je suis tout seul, ou alors on est deux, et je dois faire à la fois de l'administration, de la communication, de la programmation, des partenariats. J'ai besoin d'être accompagnée. Et là, on est sur 6 mois. Donc ça, c'est la seconde offre. Voilà. Ophélie, en 2017, vous avez décidé, je vous cite, de tout plaquer pour apprendre à faire pousser des légumes. Que faisiez-vous avant et comment s'est fait la transition? Alors effectivement, je suis partie apprendre à faire pousser les légumes il y a 3 ans et demi maintenant et j'ai eu un parcours assez éclectique. J'ai travaillé dans le monde de la communication, mais là-dedans, je suis passée par plein de métiers, pigiste, chroniqueuse radio, community manager. Et mon dernier job en date, avant de tout plaquer, c'était dans la publicité, donc le brand content voilà, je connais bien. Et je suis rentrée dans une forme de dissonance cognitive un petit peu, et j'avais besoin de retourner à la terre. Je pense comme beaucoup de trentenaires, c'est un petit peu cliché hein, en fait, mais voilà, ça a été en tout cas mon envie de retourner à quelque chose de très concret et puis de répondre aussi à une angoisse que j'avais qui était de
pas savoir comment on fait pousser la nourriture en fait, et ce besoin un petit peu de retourner à cet essentiel qui voilà me paraît, enfin j'aime beaucoup manger donc donc je trouve ça quand même très important, on le dit, on l'avoue dès le début. non mais de pas savoir comment une tomate pousse, ça me posait souci en sachant que je viens de la campagne et que finalement ça a jamais été le monde de l'agriculture, le monde agricole n'a jamais été très valorisé, en tout cas à mon époque le métier d'agriculteur voilà c'était pas ce qui faisait rêver et donc mes parents m'ont jamais trop inculqué ça alors que j'évoluais un petit peu dans ce milieu-là et puis bon il faut parfois se couper pour pouvoir se rendre compte aussi de cet essentiel et d'avoir envie d'y revenir. Donc j'ai un peu tout plaqué pour me reconvertir d'abord dans le maraîchage. Donc je suis passée par plein de formations, je suis allée me former vraiment sur le terrain chez des maraîchers. Et au cours de ces formations, j'ai eu aussi ce besoin de revenir en ville parce que la ville me manquait et que moi c'était un endroit qui me stimule beaucoup. Il y a 3 ans, c'était un moment où on commençait déjà pas mal à entendre parler de l'agriculture urbaine. Et donc j'ai rapidement été embauchée dans une ferme urbaine sur les toits à Paris. J'ai réussi comme ça à allier ce besoin de retour à la nature tout en continuant ma folle vie sociale. J'ai sous les fraises pour pas les nommer. Voilà, tout à fait. Je suis passée par 6 mois chez eux. Et donc j'ai raconté tout ça en vidéo. Donc j'ai aussi monté une chaîne YouTube dès le départ qui s'appelle Ta Mère Nature pour témoigner un petit peu de ce changement de vie. Alors à l'origine, je voulais que ça parle d'abord à mes proches et puis je me suis rendu compte que ça parlait à beaucoup plus de monde que prévu et que finalement on était une bonne génération à se poser des questions sur ça, sur cette reconversion, sur ce besoin de retourner à des choses très concrètes et essentielles. Et donc aujourd'hui, je continue aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur cette chaîne YouTube à communiquer donc sur la reconversion, mais aussi beaucoup sur le sujet de la nature en ville, qui pour moi est essentiel. Et il y a beaucoup d'acteurs, qui soient citoyens, entreprises ou associations, qui s'investissent à fond là-dedans. C'est pas que pour faire joli les plantes dans la ville, il y a tout un enjeu autour du lien social, répondre aux problèmes d'îlots de chaleur, de pollution. Il y a vraiment autant un intérêt économique que social, que environnemental. Et donc voilà, moi je continue là-dessus. J'ai sorti 2 bouquins aussi sur le sujet. Je continue à la fois... Maintenant que j'ai cette pépinière, pouvoir accueillir du monde, mais j'aime bien continuer aussi d'aller explorer ce qui se fait à côté. Pour le coup, le 93 est un super territoire pour explorer. Depuis combien de temps vous êtes à la Cité Fertile ? Donc je suis arrivée en juillet dernier, en 2020. Donc c'est encore un temps très court et j'ai pas pu faire une saison complète. Mais là justement, le mois de janvier est un mois un peu de planification comme on dit, où je peux me projeter un petit peu mieux dans tout ce que je vais faire pousser. Donc là je vais pouvoir vivre la saison complète ici et j'en suis ravie. Donc vous organisez des ateliers, des cours, c'est ça ? Comment ça se déroule ? Oui, alors j'accueille tout type de public, donc ça peut être à la fois ce que j'appelle le grand public, peut être autant des enfants que des adultes, qui viennent, qui sont déjà curieux du jardinage et qui ont envie d'avoir des premières bases pour se lancer. Mais j'accueille aussi pas mal d'associations, des maisons de quartier, des entreprises aussi, qui privatisent pourquoi pas des lieux de la cité et qui ont envie aussi à un moment donné de partager un moment collectif. Donc ça c'est chouette parce que je peux vraiment travailler des contenus un peu adaptés à des publics spécifiques. Cette année, on est en train de mettre en place des ateliers avec des migrants, avec peut-être des femmes victimes de violences. Et donc à chaque fois, c'est ça que je trouve intéressant dans mon métier, c'est aussi de m'adapter à ces gens-là et imaginer des contenus qui pourraient leur plaire, qui pourraient leur servir. Donc c'est très riche. Avec votre chaîne YouTube qui s'appelle Ta Mère Nature, vous utilisez vraiment des codes de youtubeurs, on va dire, qui peuvent s'adresser à un public jeune. Est-ce que c'est votre cible ? Quelle est votre audience ? Alors mon audience, elle me ressemble, je pense. J'ai des gens entre 25 et 35 ans pour la majorité qui me suivent. Et moi, j'ai clairement envie mon objectif, c'est de rendre le jardinage et l'écologie accessible, ludique aussi, parce qu'on est souvent enclin aux injonctions. Et je trouve qu'on peut aussi se retrouver paralysé au bout d'un moment. Quand on lit beaucoup de choses sur il ne faut pas consommer ci, il ne faut pas consommer ça, il faut faire attention à ci, à ça, ça peut être un peu paralysant, on se sent un peu, contraint, obligé, restreint, je trouve. Voilà. Et enfermé en tout cas. Voilà, dans plein d'injonctions.
Et moi, j'ai envie de montrer qu'au contraire, ça peut être aussi très salvateur et fait dans la joie, en fait. Et donc, ce côté ludique et drôle, je le trouve très, très important. Et donc, si on peut faire en sorte que le jardinage et l'écologie soient juste ancrés dans la normalité et dans même la pop culture, je trouve, voilà, en tout cas, c'est ce vers quoi je tends. Et donc, moi, j'aime bien effectivement utiliser des codes de la pop culture. Et je trouve que le packaging, pour le coup, c'est important. Et c'est là où je pense pas avoir fait une complète coupure avec le monde d'avant, puisque la pub, je suis contente d'être passée par là pour pouvoir aussi utiliser des outils de ce monde-là. Et donc voilà, la reconversion en général, on n'arrive pas avec une page vierge. On va aussi récupérer des outils et même des armes, je dirais, pour communiquer. Donc dans vos vidéos, vous vloguez et aussi vous donnez des trucs et astuces. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous donner quelques astuces pratiques pour des petits changements dans le quotidien ? Alors, je me suis beaucoup intéressée au mouvement de la Green Guérilla, qui est un mouvement qui est né dans les années 70 et qui vise à se réapproprier l'espace urbain en le végétalisant, mais sans demander l'autorisation. Donc, on sort un petit peu du permis de végétaliser et on va un peu prendre d'assaut la rue. Et il y a un exercice qui est tout simple à faire, c'est de sortir dans sa propre rue et d'observer les plantes qui poussent spontanément. Et on va s'apercevoir que à travers des fissures, des micro-interstices sur nos trottoirs par exemple, et en fait il y a plein de plantes sauvages qui poussent. Aujourd'hui avec des applications ou des livres de reconnaissance de végétaux, et en fait on peut rapidement découvrir que c'est des plantes parfois qui sont médicinales, qui sont comestibles, alors sur le papier puisque faut pas s'amuser à les manger, mais finalement on souffre parfois du manque de nature en ville. Et en fait moi j'ai envie de montrer que la nature, elle est là, on la voit moins, mais si on s'attarde un petit peu sur les détails, en fait, elle est partout. Et des insectes, des animaux, enfin de la biodiversité, il y en a. Alors, il faut qu'il y en ait toujours plus et qu'on la protège, mais c'est justement en passant par cette reconnaissance du végétal qu'on pourra y faire, qu'on pourra y faire plus attention et donc un peu mieux le protéger. Donc ça, ce serait le premier exercice, l'observation. Et puis après, ça dépend où on en est un petit peu dans sa phase de végétalisation, mais d'abord de mettre une petite plante sur son bureau, par exemple, ça peut être un premier pas. Et puis après, c'est d'aller se promener, de s'en occuper, oui, ne pas l'oublier. Et puis d'aller se balader un peu plus dans les parcs et de prendre ce temps-là d'observer. Puisque finalement la nature c'est aussi dans un microcosme, il se passe plein d'aventures incroyables. Moi je travaille beaucoup avec le petit puisque quand on produit des plants dans une pépinière, on est au premier stade de la plante. Et en fait quand on y fait vraiment attention, il se passe plein d'aventures. Il y a plein d'animaux qui grouillent, c'est très beau quand c'est à petite échelle aussi. Donc ce serait mes premiers, alors ça n'a rien de fou, mais justement c'est ça aussi, avoir la main verte. C'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience et de prendre ce temps d'observation. Souvent quand on fait crever une plante, c'est qu'on n'en a pas pris assez soin, mais dans le sens, on n'y a pas prêté assez attention. J'avais une dernière question, mais si vous voulez revenir sur des choses, on pourra revenir. Donc je vais vous la poser à chacune. Ophélie, quel est votre prochain rêve ? Ma prochaine étape, ce serait de mettre un petit peu plus d'art dans mon travail, parce que pour moi la Green Guérilla, typiquement, sujet sur lequel je travaille beaucoup, c'est aussi une forme de street culture. Et puis je trouve aussi que l'année précédente, cette année aussi, on souffre beaucoup d'un manque de culture. Et pour moi, culture nature, c'est un petit peu la même chose. Donc j'aimerais mêler les deux. Et en plus de ça, je suis quand même entourée d'artistes. Donc ça me paraît à la fois important et en même temps naturel de mêler les deux. Donc voilà, j'aimerais donner une dimension plus artistique à tout ce que je mets en place, tout en pérennisant mon activité, puisque quand on travaille dans l'agriculture urbaine, ça reste un métier un peu précaire. On est aussi très tributaire de la météo, des événements qui nous entourent. Donc ce serait aussi de rendre les choses toujours plus solides et pérennes. Ok. Ça fait 2 rêves, mince ça. Il va falloir que je choisisse. Pourquoi pas des carottes ? Pourquoi pas. Faire des instruments de musique avec des carottes. Ça, j'ai vu des vidéos sur YouTube qui sont très intéressantes. Donc, on va se lancer. Hélène, si tu le veux. Et monter un groupe. Eh bien, c'était mon rêve.
Monter un groupe avec des légumes? Je chante très mal, mais je pense que je peux être bonne par contre sur la percu légumes. Ouais. Ok, super. Et ben on monte un Non, groupe. moi mon rêve, je pense il rejoint le tien. Enfin, mon rêve pour la Cité Fertile, bien sûr. C'est de continuer de décloisonner au maximum, c'est-à-dire de travailler avec des gens comme Ophélie le lundi, le mardi de rencontrer des habitants et des habitantes via la maison de quartier et en fait de s'apercevoir qu'on a plein de choses en commun même si on le savait, mais en tout cas de les concrétiser. Le mercredi, de travailler ce qu'on fait déjà aujourd'hui avec la PJJ, le tribunal de Bobigny, et de se pencher sur les questions d'insertion au travers de l'agriculture urbaine et de mêler tous ces gens toute la semaine. Voilà, ça je trouve que c'est un beau rêve qui est concret. Donc je sais que ce rêve il est en train de se réaliser et je suis assez fière qu'on le réalise ici à la Cité Fertile et qu'on le réalise ensemble. Voilà. Après j'ai un deuxième rêve forcément, c'est qu'on tienne tous le coup parce que tout est temporaire, qu'on est évidemment en train de traverser une crise et encore probablement pour très longtemps, je n'invente rien en disant ça. Mais il y a plein de choses auxquelles on peut se raccrocher. Ophélie parlait d'observation tout à l'heure et de prendre le temps. Je pense que voilà, c'est notre petit espace de liberté. C'est un peu nul, c'est un peu enfoncer une porte bien ouverte, mais ouais, ça c'est mon rêve au quotidien et que je partage avec toi. Oui, on parlait de petits conseils pour se lancer. Je l'ai oublié, mais j'ai sorti un livre il y a quelques mois qui s'appelle Manifeste pratique de végétalisation urbaine et où on est vraiment sur du tutoriel très concret de 50 actions qu'on peut faire à différentes échelles dans sa ville pour la végétaliser. Donc c'est autant comment faire ses graines germer chez soi que s'investir sur un jardin partagé. Donc voilà, je donne plein de conseils très très concrets pour se lancer. Et il y a cette notion qui moi me porte beaucoup dans mon travail, c'est de se planter. Il faut absolument ne pas avoir peur de l'échec et juste d'être dans l'action, parce que ça sera forcément pas parfait et on ne prétend pas à ça, mais c'est d'abord de faire et voilà, donc plantez-vous.